Dimanche 5 septembre 1954. Un groupe d'adolescents se rend sur l'Autodromo Nazionale di Monza pour assister aux exploits du double champion du monde de l'époque, Alberto Ascari, au volant de sa Ferrari. Les amis se faufilent sous les grillages de l'enceinte afin d'aller s'installer en bord de piste et ainsi voir passer les bolides. Si ce jour-là c'est Juan Manuel Fangio qui s'impose au volant de sa redoutable Mercedes W196, alors qu'Ascari lui doit malheureusement abandonner au 48e tour, les ados restent émerveillés par le spectacle auquel ils viennent d'assister, et parmi ceux-ci, un jeune homme se met à rêver d'un jour être au départ d'une de ses courses, c'est Mario Andretti. « 24 ans plus tard, le 10 septembre 1978, Mario Andretti est en pole position de ce même Grand Prix, théâtre de la 14e manche de la saison. Un peu plus loin sur la grille, on retrouve Ronnie Peterson en 5e position, seul pilote encore mathématiquement en mesure de priver Andretti du titre mondial, mais le Suédois prendra le départ avec un handicap sur son équipier. En effet, suite à un accident lors du warm-up qui a détruit sa Lotus 79, Peterson doit se contenter du modèle de l'année précédente, moins performant. Une situation qui ne manque pas de l'agacer, l'écurie disposant effectivement d'un mulet, mais dédié à Andretti, dont Chapman a fait le numéro 1 de l'équipe pour cette saison 1978, estimant que l'investissement de l'Américain, qu'il considérait comme un héritier de Clark, dans le développement de la 79 devait être récompensé. Lors de ce week-end italien, la tension dans le box Lotus est donc à son paroxysme. Il faut dire que l'annonce 2 semaines auparavant du recrutement de Peterson par McLaren ne faisait que renforcer la volonté de Colin Chapman de voir Andretti titré. Pas question en effet pour lui que le numéro 1 parte à la concurrence l'année suivante. Il est 15h à Monza lorsque les feux passent au vert, trop tôt pour que les derniers pilotes de la grille se soient totalement immobilisés sur le remplacement. Surpris, Peterson loupe son envol et se voit dépassé par des pilotes qui de facto ont pris un départ lancé. Parmi ceux-ci, James Hunt en lutte avec la Rose de Riccardo Patrese. La suite reste encore aujourd'hui plutôt floue, Hunt prétendant que Patrese l'avait heurté en le dépassant alors que le Brésilien déclare lui avoir terminé sa manœuvre au moment où la McLaren de Hunt est allée toucher de plein fouet la Lotus de Peterson, l'envoyant dans le rail. Peterson is dropping back in the field as they head for that puck. There's an accident! There's a big crash there. It looked like a car in the center of the field. It could have been a black car. It could have been Ronnie Peterson. It's a bad one. It's a big accident. These cars are full of fuel. The beginning of this, there's a driver. It looks like James Hunt running to the car that's burning there. He's running to that fire. The word, Jackie, is it's Peterson. Peterson in the burning car. A number of other cars involved in it. We'll pick them up as we can. But that is bad. It's very bad. He's still in the... Toujours est-il que la Lotus 78, frappée du numéro 6, se retrouve au milieu de la piste en feu. Extrait de sa monoplace par Hunt et Regazzoni et conscient, Ronnie Peterson est téléporté à l'hôpital pour y être opéré alors qu'un nouveau départ sera donné quelques heures plus tard. Et au terme des 40 tours de l'épreuve, Mario Andretti passe sous le drapeau à damier en vainqueur devant Gilles Villeneuve, mais les deux hommes se verront pénalisés pour départ anticipé et c'est donc Niki Lauda sur Brabham qui s'impose ce jour-là. 5e, le pilote Lotus est tout de même sacré champion du monde, un titre éclipsé par l'accident de son équipier qui succombera à ses blessures pendant la nuit. Ce titre au goût amer constitue pourtant sans aucun doute le point culminant de la carrière de ce pilote éclectique pour qui la Formule 1 était le rêve ultime. À tel point qu'en 1955, lorsqu'il quitte l'Italie avec sa famille, Mario et son frère Aldo se disent « Mais il n'y a pas de Formule 1 aux États-Unis ». Le rêve semblait alors s'éloigner. Mais le virus de la course ne restera pas sur le vieux continent. Rapidement, les deux frangins trouveront le moyen de s'acheter une vieille midget, et en 1959, Mario prend le départ de sa première course sur l'autodrome de Nazareth en Pennsylvanie. Premier départ, première victoire, et 15 jours plus tard, c'est au tour d'Aldo de se glisser derrière le volant, avec le même succès,
Les deux frères se voient rapidement affublés d'un surnom par leurs adversaires, les Sauvages. Mais si ces premiers succès conduiront Mario jusqu'en Formule 1, pour Aldo, le rêve, lui, va s'achever lors de la dernière course de cette saison 1959. Ce jour-là, il sort violemment de la route et après 15 jours dans le coma, se réveille avec une vue et une ouïe altérées qui l'empêcheront de poursuivre ce qui aurait sans doute pu être également une belle carrière. Dorénavant, Mario courra donc pour deux, et c'est sans doute ce qui explique encore aujourd'hui son attachement à l'idée de clan. À ses débuts, il sillonnait les États-Unis en nomade, accompagné de sa femme Diane et de leurs deux enfants, Michael et Jeff. Après avoir fait ses classes en midget, Mario passe en USAC, plus connu sous le nom officieux à l'époque d'IndyCar, en 1964, et c'est ce qui lancera véritablement sa carrière. En 1965, il termine 3e de ses premiers 500 miles d'Indianapolis, épreuve qu'il ne remportera qu'une seule fois, en 1969, en pas moins de 29 participations. Et d'ailleurs, si en Europe on le connaît principalement pour avoir piloté les célèbres Lotus Noir et Or, oubliant d'ailleurs souvent son titre de champion du monde, c'est au pays de l'oncle Sam que Andretti a construit la majeure partie de son palmarès, avec, outre cette victoire aux 500 miles, 4 titres de champion en USAC IndyCar et 2 titres de vice-champion entre 1964 et 1994, soit 407 courses disputées, cumulant 52 victoires, 65 pôles et 141 podiums. Mario Andretti, c'est également une victoire aux 500 miles de Daytona, du Michigan et de Pocono, un succès à Pikes Peak, 3 aux 12 heures de Sebring et 4 au Grand Prix de Long Beach. Finalement, seulement qu'à ce palmarès de légende, un sacre aux 24 heures du Mans, auquel il participera à 8 reprises, ne terminant jamais mieux que 2e en 1995. Finalement, au milieu de ce parcours, la F1 sonne presque comme une parenthèse, et c'est en 1968 qu'Andretti prend le volant d'une Lotus 49B pour la première fois, Colin Chapman cherchant à l'époque un remplaçant au regretté Jim Clark décédé lors d'une course de F2 en Allemagne. Clin d'œil de l'histoire, c'est à Monza qu'il doit prendre son premier départ, mais inquiet par la pointe de vitesse du nouveau venu, Enzo Ferrari, en vieux roublard, fait appel au règlement interdisant alors à un pilote de prendre part à 2 courses internationales à 24 heures d'intervalle. Et comme à cette époque Andretti devait également honorer un engagement en sprint car, il devra attendre l'épreuve suivante à Watkins Glen, dans son pays d'adoption, pour se hisser en pole position. Il sera malheureusement moins chanceux le lendemain. Et malgré des débuts encourageants, Andretti ne fera des apparitions que sporadiques, remportant néanmoins sa première victoire en 1971, qui l'a mis au volant d'une Ferrari jusqu'en 1975 avec l'équipe Vels-Parnelli, qui participera à 16 Grands Prix entre 1974 et 1976. 1976, c'est l'année où il rejoint l'équipe qui lui avait donné sa chance quelques années plus tôt, Lotus. Il s'imposera lors du célèbre Grand Prix du Japon disputé à Fuji sous des trompes d'eau, mettant fin à presque 2 saisons de vache maigre pour le team britannique. En 1977, Chapman développe la Lotus 78 à effet de sol, redoutable en courbe, mais manquant de fiabilité et de vitesse de pointe. Elle ne permet pas à Andretti de se battre pour le titre face à Niki Lauda, mais l'Américain décroche tout de même 4 succès avant de s'adjuger donc le titre en 78 dans les circonstances que l'on connaît. La suite sera moins brillante en Formule 1, comme si Andretti avait quelque peu perdu le feu sacré. Dans le même temps, Lotus connaît également une baisse de performance, et en 1979, il ne fera pas mieux qu'une 3e place en Espagne, et terminera 12e du championnat. En 1980 et 81, il végète au sein de l'écurie Alfa Romeo, ne récoltant que 4 points en 2 saisons, si bien qu'au départ de la première manche de la saison 1982, Mario Andretti est absent. Le champion s'en a en effet retourné aux États-Unis, il reviendra pourtant à Long Beach, remplaçant Carlos Reutemann, parti subitement à la retraite chez Williams. 14e sur la grille, il abandonne en course, et puis on verra une dernière fois le casque gris en fin de saison à Monza pour une toute dernière pole et un tout dernier podium en Formule 1 au volant d'une monoplace flanquée du cheval cabré, un joli chant du cygne pour celui qui s'était mis à rêver de F1 presque 30 ans plus tôt sur ce même tracé en regardant passer des bolides rouges.